C'était il y a tout juste 40 ans, février 1979. L'Iran bascule avec une révolution islamique qui a un retentissement mondial à l'époque. Armin Arefi raconte son retour à Téhéran dans un livre et sur notre plateau. Bonsoir Armin Arefi. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous êtes journaliste, reporter, notamment à l'hebdomadaire français Le Point. Et vous publiez ce nouvel ouvrage, Un printemps à Téhéran, la vraie vie en République islamique. C'est aux éditions Plomb. Alors d'abord, pour qu'on comprenne bien les choses, Armin Arefi, sur cette révolution islamique, c'était il y a 40 ans. Un chiffre aujourd'hui, 30% de la population en Iran à moins de 20 ans, ça représente 24,5 millions d'habitants, autant de jeunes qui n'ont pas connu cette révolution islamique de 1979. Qu'est-ce que ça a changé pour l'Iran et pourquoi ça a eu un retentissement planétaire? Alors, ce que cette révolution a changé, alors moi je parlerai déjà tout d'abord pas de révolution islamique, mais de révolution iranienne, qui a abouti à l'instauration d'une république islamique. Ouais. Cette révolution contre le Shah d'Iran, qui était un dictateur mis en place par les Occidentaux, notamment les États-Unis, son père également par Reza Shah, par l'Angleterre et la Russie en 1920, à la suite d'un coup d'État, était donc, pour revenir au fils, un Shah, un roi moderne, qui avait entamé une modernisation en marche forcée, mais qui s'accompagnait d'une répression brutale de toute dissidence, que ce soit les islamistes, mais également les communistes, qui étaient à l'époque la grande peur des États-Unis et donc du Shah. Ce qu'elle a changé, cette révolution, c'est qu'elle a été effectuée au nom, non pas de l'islam, mais au nom d'une révolution tiers-mondiste, contre la dictature, contre l'oppression. Contre l'impérialisme. Contre l'impérialisme, exactement. C'était une sorte de printemps perse, en référence au printemps arabe de 2011 avant l'heure, parce qu'il s'agissait d'un dictateur soutenu par l'Occident, sauf que cette révolution a été reprise par les islamistes qui étaient un courant majoritaire, en tout cas très présent au sein de la révolte, et a abouti à l'instauration d'une république islamique. Armin Arefi, sur cette image, vous êtes né de parents iraniens. Qu'est-ce qu'elle vous fait, cette image? 1er février 1979, le retour de l'ayatollah Khamenei. Qu'est-ce qu'elle vous fait et qu'est-ce que ça va changer? En quoi ça va faire basculer le destin des Iraniennes et des Iraniens? Beaucoup, à l'époque, justement, attendaient Khomeini comme un messie. Pensaient justement que celui qui était d'ailleurs nommé en France par certains intellectuels comme Simone de Beauvoir, comme le Gandhi iranien, ramène la population, ramène le pétrole à la table de la population, qu'on aille vers davantage de démocratie, ce qui n'existait pas sous le Shah, sauf qu'on était bien loin de se douter qu'allait naître une république islamique, c'est-à-dire la fusion du politique et du religieux, et que ce même ayatollah allait déclarer par exemple obligatoire le foulard. Donc aujourd'hui, beaucoup de jeunes, dont je fais partie, moi je fais partie de la génération d'après, même si je ne suis pas né dans l'Iran, mais beaucoup de jeunes demandent à leurs parents et les critiquent en leur demandant pourquoi avez-vous fait la révolution, ce qui d'ailleurs embarrasse considérablement leurs parents. Ils leur demandent pourquoi vous avez fait la révolution contre le Shah pour derrière avoir pire, c'est-à-dire la République islamique. Cette génération se nomme une génération sacrifiée car elle n'a connu que la République islamique, mais également la guerre. Il ne faut pas oublier justement que Saddam Hussein a envahi l'Iran en 1980, 8 ans de guerre extrêmement sanglante, 1 million de morts des deux côtés, et qui a consolidé le régime et lui a permis justement de réprimer d'autant plus à l'intérieur du pays. Avant de voyager avec vous à travers ce livre, Un printemps à Téhéran, Armin Arefi, vous avez cité le lien entre la France et cet homme, à l'époque, l'ayatollah Khomeini. Rappelons qu'il arrive d'une commune des Yvelines, Naufle-le-Château. Il a vécu en exil 15 ans. Les 4 derniers mois, c'était dans cette commune de la région parisienne. C'est une commune qui, pour vous, est associée, pour le meilleur comme pour le pire, à l'histoire entre la France et l'Iran? Effectivement, Naufle-le-Château, justement, c'est là où résidait donc l'ayatollah Khomeini au cours des derniers mois, même s'il a été exilé de beaucoup plus longtemps en Irak, où d'ailleurs il avait écrit, théorisé son principe du velayat-e-faqih, c'est-à-dire le pouvoir du guide suprême au-dessus qui est au-dessus du président en Iran. Maintenant, moi, je n'ai pas à juger personnellement de l'influence qu'a eu l'ayatollah Khomeini, qui reste une figure extrêmement importante de l'Iran moderne. Ce que je peux dire, c'est que les relations entre la France et l'Iran au cours des 40 dernières années ont été extrêmement tumultueuses, car la France a accueilli Khomeini, l'a ramené à Téhéran en avion Air France, puis derrière a soutenu Saddam Hussein contre l'Iran en lui vendant des armes, puis s'est à nouveau rapproché de l'Iran lors de l'ouverture, avant d'être encore plus dur, le plus dur des pays au moment des négociations sur le nucléaire,
terre. Sans oublier, bien sûr, les attentats qu'ont menés les Iraniens au cours des années 80 en France, par exemple à Tati ou sur les Champs-Élysées. Donc ce sont des relations extrêmement tumultueuses. Bon, moi, en tant que journaliste, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, après coup, on peut se dire oui, mais pourquoi? Et si l'avion du Khomeini n'était pas arrivé en France, que serait-il arrivé? Bon, on ne va pas réécrire l'histoire. On ne peut pas réécrire l'histoire. Vous commencez votre livre en racontant que de 2005 à 2007, sous le président Mahmoud Ahmadinejad, l'ultra-conservateur, vous êtes en poste à Téhéran, vous travaillez pour des journaux de la presse française, canadienne et suisse. Tout va bien, sauf que là, on décide de vous retirer votre carte de presse, vous rentrez précipitamment en France, et 9 ans plus tard, en 2016, vous recevez un coup de téléphone de l'ambassade d'Iran à Paris. Racontez-nous. Alors non, en fait, c'est une personne qui fait partie d'une agence semi-officielle en Iran, qui apparemment avait davantage de pouvoir que l'ambassade d'Iran à Paris, qui m'appelle, qui me dit « C'est bon, ton accréditation est acceptée, tu peux venir à Téhéran couvrir les élections à l'époque législatives. » Moi, je n'y crois pas, mais en voyant ça comme une sorte de feu orange, car je suis quand même là-bas considéré comme citoyen iranien, je décide de me rendre sur place. Et là, après 9 ans, ce monsieur, qui s'appelle monsieur Nejati, me demande pourquoi je ne suis pas venu plus tôt. Je lui explique qu'on m'a informé que je n'y étais pas le bienvenu. Il vous demande votre livre en Iran. Aussi. Il me demande exactement mon livre. Et puis, il me dit, bon, toi, tu parles persan? Je lui dis oui, mes parents m'ont appris le persan en même temps que le français durant mon enfance. Il me dit, bah, écoute, tu n'as pas besoin de traducteur, le fameux traducteur qui est également une personne censée surveiller vos moindres faits et gestes. Tu n'as pas besoin de traducteur, va en Iran et va à Téhéran, mais également dans d'autres villes, et effectue ton travail de journaliste. Et là, je suis véritablement lâché dans cette République islamique dont j'ai été tenu écarté pendant 9 ans. Et en gros, pendant 2 ans, même 3 ans, je vais multiplier les allers-retours avec mon journal Le Point en Iran et témoigner de la réalité de la vie en République islamique, qui n'est pas, ce que me citait l'un de vos confrères tout à l'heure, hein, qui n'est pas l'Iran que l'on peut voir à la télé, c'est-à-dire cet Iran noir et blanc avec les slogans que l'on entend à la sortie de la mosquée du vendredi, mort aux États-Unis. Alors mort justement, à Israël, il y a un chapitre qui s'appelle La nuit. Comment vivent les jeunes la nuit à Téhéran? Écoutez, en Iran, tout se passe, sauf que ça se passe dans des espaces confinés, donc dans des espaces privés. Moi-même, 2e jour en Iran, je participe à une fête assez hallucinante où des femmes arrivent de la ville quand même sainte de Mashhad. Elles sont originaires de cette ville sainte, là où est enterré l'imam Reza, chiite. Et elles arrivent, elles retirent, donc elles arrivent en voile noir, elles vont dans la chambre à coucher, elles en reviennent avec, non pas des mini-jupes, mais des micro-jupes, un maquillage prononcé, extrêmement prononcé, un rouge à lèvres pétant. Et mon ami Kamran sort les bouteilles de vodka et c'est parti pour une nuit de folie. Et ce que j'ai vu dans cette soirée, j'ai vu justement une jeunesse qui évacue toute cette frustration de la vie quotidienne en Iran, dans les rues de Téhéran, mais également les pressions familiales dans ce genre de soirées qui ne sont d'ailleurs pas l'apanage des riches du nord de Téhéran. On en trouve dans toutes les grandes villes du pays. Autre chose, par exemple, la drague. L'Iran, aujourd'hui, officiellement en Iran, il est interdit de draguer, sauf que, avant le mariage tout du moins, sauf que, comme c'est interdit, les jeunes se précipitent vers cet interdit et avec l'avènement des réseaux sociaux, de la 4G et des smartphones, il est extrêmement facile d'effectuer des rencontres, de rencontrer le sexe opposé en Iran. J'ai eu d'ailleurs des démonstrations que je raconte dans ce livre de mon ami qui m'a raconté comment rencontrer une Iranienne en moins d'une journée via le réseau social Instagram qui n'est pas censuré en Iran et comment même si je ne suis pas allé jusque-là, coucher avec une Iranienne en à peine une journée. Ce qui m'a, moi, choqué, contrairement à l'Iran que je connaissais, que j'avais vu à peine 10 ans auparavant. Donc on a vraiment une société qui évolue à vitesse grand V. Il y a une amie qui vous dit, je la cite, « Une femme peut arriver à tout en Iran à condition de ne pas baisser les bras ». Et vous prenez l'exemple de Farzaneh Sharabafi. Qui est-elle ? Farzaneh Sharabafi, qui est aujourd'hui la présidente de la compagnie nationale iranienne Iranair, donc une femme qui a fait de grandes études en Iran. Donc effectivement, il est Elle quand même 45 ans. Voilà, il est intéressant de noter que les femmes sont majoritaires à l'université en Iran. Ceci alors, ça, elles le doivent justement à leur persévérance, au fait justement qu'elles sont de plus en plus nombreuses à étudier, à accéder à des postes à haute responsabilité, mais sûrement pas aux lois du régime qui reste rétrograde, du régime islamique, à savoir que la vie d'une Iranienne vaut 2 fois moins, toujours, que celle d'un homme. C'est-à-dire que si demain, une femme renverse un homme, parce que les femmes peuvent conduire en Iran, si une femme renverse un homme, ou plutôt si un homme renverse une femme, pardon, il paiera 2 fois moins cher à la famille le prix justement du sang s'il s'agit d'une femme que s'il s'agissait d'un homme. Je parle de la victime.
Mais dans les faits, dans la réalité de la vie de tous les jours, on a des Iraniennes, moi je l'ai vu, ça m'a surpris, des Iraniennes jouer du Radiohead en pleine rue, dans les rues de Téhéran, alors que ceci n'est pas interdit, mais était un tabou. Donc clairement, et on le voit sur cette photo justement de la couverture, le voile en Iran, il est obligatoire, il a parmi ce pays, parmi les lois les plus dures du monde musulman, mais dans la réalité, la population donc, est forcée de le porter, ce voile, mais on a des mèches de cheveux qui dépassent de partout dans la rue, à Téhéran, mais également partout dans le pays, même s'il y a également des femmes qui portent le tchador. Donc on assiste vraiment à une société qui va de l'avant, qui est éduquée, qui nous ressemble à bien des égards, d'ailleurs au passage, qui a aujourd'hui une soif de liberté, certes, mais qui n'est pas, c'est pas un Iran jamais sans ma fille, un Iran où les femmes sont soumises comme ça, même si elles avancent, elles ont des lois face à elles qui sont extrêmement rétrogrades, avec des ayatollahs rétrogrades, mais qui, avec cette pression de la jeunesse, une pression populaire, sont d'une certaine manière contraints de s'adapter. Et vous parlez à Armin Arefi d'un peuple fier aussi, qui est la cible de sanctions. Alors, elles étaient levées avec Barack Obama, avec l'arrivée de Donald Trump. On a remis des sanctions sur l'Iran. Il y a un nouveau président réformateur qui est arrivé en Iran, Hassan Rouhani. Comment voyez-vous aujourd'hui les choses dans le contexte que l'on connaît avec la guerre au Yémen, ce bras de fer entre l'Iran et l'Arabie Saoudite? Écoutez, sortons 2 secondes de la géopolitique et parlons justement de l'accord sur le nucléaire. En 2015, lors de la signature de cet accord, au bout de 2 ans d'intenses négociations entre l'Iran et les grandes puissances notamment occidentales, on a vu le peuple iranien manifester sa joie à l'image d'un match de foot, une victoire d'un match de foot, manifester sa joie dans la rue avec des scènes de danse, y compris de femmes, alors que cela est interdit. Pourquoi? Parce qu'elles étaient contentes de l'accord, mais surtout de la réhabilitation de l'Iran dans la communauté internationale. Du banc des nations. Exactement, de ne plus être considéré comme un État paria. Sauf que qui était à même d'imaginer que 3 ans plus tard, ce ne serait pas l'Iran, mais les États-Unis qui sortiraient unilatéralement de cet accord et prononceraient de nouvelles sanctions. Il faut savoir que ces sanctions, aujourd'hui, touchent de plein fouet la population iranienne, que si officiellement elles visent les entreprises, notamment étrangères, toute transaction avec l'Iran et la vente de pétrole de l'Iran, en tant qu'Iranien aujourd'hui, en raison de l'impossibilité pour les entreprises étrangères qui sont toujours en Iran, qui vendent des médicaments en Iran d'être payés, on assiste à des pénuries de médicaments en Iran. Maintenant, il serait, je pense, simpliste de résumer. Donc, je pense que ces sanctions, l'Iran est sous sanctions depuis 40 ans. Est-ce qu'elles vont arriver demain à la suite du régime? Je n'en suis pas sûr. Maintenant, ce serait simpliste de dire que la situation économique catastrophique que connaît l'Iran aujourd'hui est simplement due au fait des sanctions. On a quand même un problème d'un gouvernement, même d'un régime, qui aujourd'hui doit choisir entre une économie modernisée, réformer et justement toutes les dépenses militaires auxquelles il contribue, par exemple au Yémen, en Irak, avec le Hamas. Merci beaucoup Armin Arefi, Un printemps à Téhéran. La vraie vie en République islamique avec en couverture 3 femmes qui sourient dans un stade. Elles ont assisté récemment à la finale de la Ligue des champions asiatiques. Rien dans la loi pourtant ne les y interdit. Merci beaucoup Armin Arefi. Moi qui vous remercie.